Barabas d'Antioche était un maître de forge, un commandant de bataillon de la Légion Space Marines des Iron Warriors durant la Grande Croisade et les premiers jours de l'hérésie. Après être tombé en disgrâce auprès de son primarque Perturabo, il a été relégué à exercer des fonctions de garnison sur le monde stérile de Damantine la Petite, où il était responsable de la construction de la formidable forteresse connue sous le nom de Fort de la Misère. Là, il se forgea un masque de fer qui recouvrit l'ensemble de son visage et de son crâne, une interprétation du symbole de sa légion. Quand ses frères fidèles à l'architraître maître de guerre Horus sont venus à Damantine la Petite pour informer d'Antioche que sa forteresse serait utilisée comme zone de rassemblement et point de ravitaillement pour la campagne inévitable des traîtres contre Terra, d'Antioche refusa de rejoindre leur rébellion, déclarant son éternelle fidélité à l'empereur. D'Antioche a combattu durant la Grande Croisade les ennemis de l'humanité au sein de la Légion des Iron Warriors, sous les ordres de son primarque Perturabo, le Seigneur de Fer. Il atteignit le poste convoité et prestigieux de maître de forge, commandant d'une grande compagnie de la Légion, la 14e plus précisément. On ignore quels furent ses faits d'armes, mais on sait quelle fut sa dernière campagne de la Grande Croisade, celle des profondeurs de Sac-Trada, peu avant le déclenchement de l'hérésie d'Horus. Cette campagne eut lieu en 999 M30 et se déroula très loin des frontières de l'Imperium. Perturabo s'était vu confier la tâche d'exterminer les Xeno-Rudd qui y vivaient. Ce fut pour les Iron Warriors une énième guerre inutile, sans gloire et exténuante. Les Iron Warriors firent l'amère expérience de la technologie de distorsion temporelle extrêmement meurtrière des Rudd, alors que Perturabo menait ses fils pour purger le système. D'Antioche reçut pour mission du primarque de tenir le détroit stratégique de Vulpa, l'une des rares voies navigables entre les astres instables des profondeurs de Sac-Trada. Les soleils, au rayonnement froid de la zone, brûlaient avec une grande volatilité et rejetaient sans crier gare des vagues de particules chargées d'énergie qui rendaient l'astrogation périlleuse. D'Antioche tenait la forteresse bâtie sur le monde de Golgis, un monde hostile où il fit face à plusieurs assauts meurtriers des Rudd pendant que le reste de la Légion menait une guerre très violente sur le monde de Gungan. Quand il était arrivé dans le détroit stratégique de Vulpa, les terriers Rudd étaient encore de petite taille et avaient été aisément purgés. Une fois cette tâche accomplie, d'Antioche s'était attelé à bâtir des fortifications destinées à servir de point d'accès pour les futures colonies et de halte pour les flottes de ravitaillement de la Légion. Néanmoins, les Rudd creusaient sous les murs, les faisaient tomber en poussière grâce à leur technologie temporelle avant même d'avoir été dressés, et aucun équipement ne marchait correctement. Peu à peu, les pertes furent de plus en plus lourdes, menant les forces d'Antioche au bord de l'extermination. La campagne se termina par une catastrophe pour le maître de forge. Perturabo avait déclenché sur le monde de Gungan un appareil de stase suffisamment puissant pour contrebalancer l'aura anthropique des Rudd. Cela fonctionna, mais eut pour conséquence inattendue un exode massif des Rudd dans tout le système, et qui, cumulant leur technologie de distorsion temporelle, provoqua des pertes massives chez les Iron Warriors à cause des accélérations de vieillissement et de morts subites en leur sein. L'action de Perturabo mena d'Antioche et sa grande compagnie au bord du gouffre. Durant les combats, d'Antioche affronta un Rudd qui lui bloquait le passage. De sa main libre, le Rudd effleura un instrument accroché à sa hanche et le temps ralentit. Chaque seconde parut s'étirer plusieurs minutes. Et d'Antioche voyait chaque bolt progresser dans l'air, avançant très lentement. Le Rudd se jeta sur d'Antioche et le toucha. C'était comme si la mort en personne l'avait effleuré, et le maître de forge sentit la vie quitter son corps, absorbé par l'être infâme qui l'agrippait. Il retomba en arrière, tétanisé par la douleur et prit de violents soubresauts. Ses guerriers le sauvèrent à temps, mais le métal de l'armure de d'Antioche tintait et grinçait en refroidissant, et il s'aperçut qu'une trace d'usure était apparue sur la céramite à nu de son brassard. D'Antioche essaya de serrer le poing et grimaça de douleur car il avait les muscles endoloris et l'impression que ses os raclaient les uns contre les autres.
Maintenant qu'il était loin des Rudd, il avait l'esprit plus clair. Ressentant la honte de la défaite, il allait devoir expliquer ce désastre à son primarque. De son côté, Perturabo avait vu sa flotte ravagée par l'exode des Rudd suite à sa manœuvre sur Guggan, ayant provoqué un effondrement temporel qui avait déclenché à son tour une vague temporelle qui avait failli le tuer lui et toute sa flotte. La campagne était devenue une humiliante défaite. D'Antioche fut reçu par Perturabo dans sa salle du trône à bord du vaisseau amiral du Primarque, l'Iron Blood. Ployant sous l'immense poids de la vieillesse, d'Antioche avança lentement jusqu'au Seigneur de Fer. Il arrivait à ne pas boiter devant son Primarque, mais c'était tout juste. Il fut obligé de s'arrêter à mi-chemin, secoué d'une irrépressible quinte de tout, et à sa grande honte, constata qu'il était impossible de faire taire ses halètements, même après que les spasmes se soient calmés. Perturabo siégeait sur son trône, empli de colère, et le regard accusateur, dominant d'Antioche de toute sa hauteur. Cependant, le Seigneur de Fer fut choqué de l'état pitoyable du maître de forge, mais cela ne l'empêcha pas de tempêter sur d'Antioche et sur la perte du détroit de Vulpa. D'Antioche se défendait, expliquant qu'il était impossible de faire face aux dizaines de millions de Rudd avec le peu de force qu'il commandait. Ces hommes avaient vieilli prématurément, lui-même de 3000 ans. D'Antioche souligna devant un Perturabo humilié que cette catastrophe trouvait son origine dans l'action du Primarque sur Guggan, qu'il avait effrayé les Rudd et déclenché une migration à grande échelle et qu'à présent les Xénos menaçaient d'autres systèmes. Il en arriva à supplier Perturabo d'abandonner cette campagne et qu'il était dans l'erreur en s'obstinant à poursuivre cette guerre en dépit de tous les signes irréfutables. D'Antioche crut que Perturabo allait le tuer sur le champ. Finalement, le Seigneur de Fer l'exila avec le reste de sa grande compagnie sur Damantine la Petite et de tenir la planète tout en espérant à ne plus jamais avoir à contempler son visage. Brisé, d'Antioche obéit et partit en exil. Exilé sur Damantine la Petite, d'Antioche ne fut pas présent lors de la folie génocidaire de Perturabo sur Olympia, le monde natal des Iron Warriors, et ne fut pas complice du complot du maître de guerre sur Isvan V, qui verra sa légion et son père génétique trahir l'empereur et prendre part à la trahison d'Horus. Isolé avec une trentaine d'Iron Warriors sur Damantine la Petite, d'Antioche était affaibli, réprimant sa quinte de toux et ses convulsions. C'est durant cet exil qu'il enferma son visage et son crâne dans un masque de fer forgé par lui-même. La plaque faciale était un ouvrage d'une beauté brutale, une interprétation du symbole de la Légion, la marque qui ornait son épaulière. Il se chuchotait que le maître de forge avait véritablement revêtu ce masque, tout juste retiré de la forge et encore luisant pour le marteler à la bonne forme autour de son crâne rasé. Il avait ensuite, dit-on, plongé la tête dans l'eau glacée, en fixant ainsi à jamais en place le métal battu par-dessus ses traits tout aussi austères. D'Antioche avait haï Damantine la Petite dès l'instant où il avait posé le pied sur ce caillou lugubre, et il avait instantanément senti que la planète le lui rendait bien. Tout ici lui donnait l'impression qu'il n'était pas le bienvenu, ce qui avait séduit la sensibilité tactique du maître de forge. Il pouvait employer à son avantage le caractère hostile de l'environnement de Damantine. Damantine était un petit planétoïde se trouvant situé dans un champ de débris encombré de roches, de métal et de glace tournoyants, qu'il avait fait paraître dangereux dès le premier abord. Bien que la planète possédât une gravité tolérable, rien ne vivait ici car rien ne pouvait vivre sur ce monde. L'atmosphère acide rongeait les blindages et les armures comme une bête affamée, en les épluchant rapidement, couche par couche, dans un effort de pouvoir dissoudre la chair et les tissus des Astartes qui se trouvaient en dessous. Même les mieux protégés ne pouvaient espérer survivre en surface plus de quelques minutes. Par quelques phénomènes pervers des premiers jours de Damantine, l'écorce planétaire était criblée de poches d'air, de cavités et de vastes espaces. Un système de cavernes aux proportions ahurissantes et d'une folie labyrinthique. D'Antioche avait choisi le cœur même de cette folie comme l'endroit parfait pour sa forteresse, dans un espace souterrain à la voûte si colossale qu'il possédait son propre climat rudimentaire. Pour d'Antioche, le site avait revêtu d'une importance capitale. Le maître de forge avait dû faire exterminer les mégacéphalopodes, des monstres aux tentacules sinueux qui menaçaient d'abattre toutes les structures que la 4e Légion tentait d'y ériger.
Une fois la menace traquée et exterminée, d'Antioche avait débuté la construction du fort de la misère et mis à l'ouvrage ses apothicaires et ses conseillers du Mechanicum afin de créer la main-d'œuvre qui édifierait sa méga-forteresse, une souche génétique d'esclaves soldats connus familièrement comme les fils de d'Antioche, des colosses abominables ayant construit le fort. Le fort de la misère était une place imprenable, de conception unique et redoutable, nommée en l'honneur du malheur que d'Antioche et ses hommes pourraient contempler si une armée ennemie se montrait jamais assez stupide pour la prendre d'assaut. Cette fortification répondait à un décret de l'empereur en tant qu'élément de sa stratégie afin que les architectes de la Grande Croisade puissent veiller sur les domaines conquis et les nouveaux sujets d'un impérium toujours grandissant. Beaucoup de ces redoutes, de ces châteaux et de ces fortins avaient été dessinés et bâtis par les frères Iron Warriors de d'Antioche, mais la galaxie n'avait cependant rien vu de comparable au fort de la misère, et de cela, d'Antioche en était sûr. Le maître de forge avait en effet doté le fort de la misère de toutes les fortifications structurelles modernes, comme des ouvrages à cornes concentriques, des bunkers, des zones de mitraillage, des donjons en tambour, des emplacements d'artillerie et des tours d'armement. Le fort de la misère avait été taillé dans une gigantesque formation de roches coniques dépassant de la voûte supérieure de la caverne. d'Antioche avait immédiatement perçu le potentiel de ce relief de pierre et confié à ses troupes la périlleuse tâche d'y tailler une citadelle inversée. Celle-ci pendait vers le bas, mais toutes ses salles, ses escaliers et son architecture intérieure étaient orientées vers le haut. Les flèches de communication et les spires des scanners tout au bas de la forteresse surplombaient à plusieurs kilomètres de hauteur un grand lac naturel de prométhéum brut et bouillonnant remonté des profondeurs de la planète. Tout au sommet de la forteresse se trouvaient les cachots et les oubliettes, situés très haut dans le plafond de la caverne. La forteresse constituait une étude complète et monstrueuse en matière d'art du siège au 30e millénaire. Et puis un jour, tout s'effondra pour d'Antioche. Un prêtre en habit de saphir et d'or arriva depuis Damantine la Grande, la planète voisine, porteur de graves nouvelles. L'ecclésiaste expliqua que des marchands et des pirates xénos et humains empruntaient la route commerciale peu connue de Damantine. Lors de ces derniers mois, ils avaient apporté avec eux de terribles nouvelles, lourdes de conséquences pour les Iron Warriors du fort de la misère. Une guerre civile ravageait l'Imperium. La perte de légions entières de Space Marines était à déplorer, et un primarque avait été tué. Puis un autre élément est parvenu aux oreilles de d'Antioche. Olympia, son monde d'origine et celui de la 4e Légion, avaient été victimes de la rébellion et du châtiment. La planète avait été rasée jusqu'à la roche de ses fondations, ses montagnes en flammes et tout son peuple réduit en esclavage ou exterminé. Puis, peu de temps après, arriva un ultramarine, Toro Nicodemus, un des 4 tétrarques, les dirigeants d'Ultramar aux côtés de Guilliman et champion de la 13e Légion. Nicodemus lui confirma la trahison d'Horus et de Perturabo, son primarque, et les Iron Warriors étaient coupables de rébellion, d'hérésie et de meurtre. Nicodemus lui demanda, au nom de Guilliman, de refuser au maître de guerre ses ressources et ses renforts, de tenir le terrain aussi longtemps que possible, car pour le primarque des Ultramarines, les efforts de quelques fidèles pouvaient ralentir l'avancée du traître afin de laisser le temps à l'empereur de fortifier Terra. Dans un premier temps, d'Antioche songea à faire éjecter en bas des remparts du fort l'Ultramarine, car il n'était pas facile pour un Iron Warriors d'entendre évoquer la faiblesse de ses frères. Nicodemus se donna une chance de prouver ses dires, afin que d'Antioche puisse être convaincu de ses accusations terribles. Et cette chance arriva bien vite. Le vaisseau Iron Warriors, le Bentos, arriva à la tête de la 51e expédition, contacta d'Antioche et l'informa que le maître de ferge Idris Krendel, désormais nouveau commandant de la 14e grande compagnie des Iron Warriors, exigeait de le voir. D'Antioche transmit au Bentos les coordonnées de la porte Orphique pour y atterrir et envoya 2 de ses Warhawks près de la surface en attente d'escorter ses invités. Il ordonna au chapelain Zenev, au colonel Crushank et à son ami Vastopol, devenu un dreadnought, de le rejoindre dans le grand réclusiam, la grande salle du fort de la misère, afin d'attendre les émissaires du Bentos. Avec son palatin de fer Tarasque à ses côtés, d'Antioche fit face à Idris Krendel, à un adepte du Mechanicum Gracchus, d'un Sansophorus, le capitaine Asdrubal Serapis, et d'une garde d'honneur de 4 vétérans Astartes. Krendel expliqua que sur ordre de Perturabo et du maître de guerre, il prenait possession du fort de la misère. D'Antioche le coupa en lui disant qu'il avait entendu des rumeurs perturbantes concernant Horus et le Seigneur de Fer. Krendel, plein d'arrogance,
confirma qu'Horus s'était rebellé, que Perturabo le soutenait et que le fort de la misère était réquisitionné afin de préparer l'invasion contre le système Sol. La franchise féroce de Crendel résonna dans le grand réclusiam, et pendant un instant nul ne prit la parole, si grand fut le choc d'entendre proférer une hérésie aussi arrogante dans un lieu aussi sacré. Crendel enfonça le clou en rappelant les échecs de d'Antioche lors de la campagne des profondeurs de Sactrada et lui ordonna de rejoindre Perturabo afin de préparer le siège du palais impérial. Mais d'Antioche rejeta cette proposition, refusa de rétrocéder le fort de la misère et ses troupes et proclama son allégeance à l'empereur. Les traîtres songèrent à abattre d'Antioche, mais l'arrivée du dreadnought Vastopol, dernier survivant Iron Warriors du monde forteresse Golgis, avait été hâtivement repeint en noir afin de se fondre dans le haut relief environnant et rester invisible aux traîtres durant la rencontre. Vastopol tua de son arme 2 Astartes de la garde d'honneur à bout portant, cloua un 3e renégat contre le mur de l'allée d'un coup de l'appendice muni de griffes rattachées à son épaule et frappa le dernier Iron Warriors qui répandit le contenu de sa cage thoracique et son abdomen au sol. Crendel et le Sons of Horus battirent en retraite, leurs visages déformés sous l'effet de la rage et de l'horreur, alors que l'adepte Gracchus fut soulevé du sol entre les pointes des doigts de la griffe de Vastopol. D'Antioche dit à Gracchus qu'il savait que le maître de forge Crendel l'avait amené pour cataloguer les fortifications afin de faire un compte-rendu de ses capacités de siège avant que le dreadnought fasse tourner vivement sur elle-même sa griffe autour de l'axe du poignet et arrachant la tête encapuchonnée de l'adepte de ses épaules. D'Antioche affirma à Crendel que sa place forte et ses hommes ne seront jamais à lui. Crendel, lui, promit que le fort de la misère tomberait en une journée. Une année plus tard, d'Antioche et le fort de la misère résistaient encore à Crendel. Le plan de d'Antioche fut très simple. Comme l'ennemi avait envoyé toutes ses forces contre le fort de la misère, plus personne ne surveillait leurs navires. Ils allaient se téléporter sur le Bentos et faire exploser le fort de la misère comme cadeau d'adieu aux traîtres. Avant de se téléporter, d'Antioche ouvrit les fréquences intérieures de tous les étages et les haut-parleurs de toute la citadelle, clamant à Idris Crendel que cette forteresse ne servirait pas les intérêts de Perturabo ou ceux du maître de guerre parjure. Cependant, il avait eu tort en disant que le fort de la misère ne tomberait jamais. Il allait en effet tomber. Puis il se téléporta et le fort de la misère explosa, des détonations massives se propageant des failles stratégiques au sein des fondations. Le fort de la misère chuta littéralement depuis le plafond de la caverne. Des trillions de tonnes de roches et d'architecture retorses tombant vers le sol, emportant avec eux les milliers d'Iron Warriors et de soldats impériaux renégats ayant œuvré à la défaite de la citadelle. Un ultime acte de défi délivré par la gravité, les flammes et la pierre, écrasant sous elle, sous une montagne de chair et de décombres, le puissant Omnia Victrum et les machines ayant vaincu la forteresse. Téléporté à bord du Bentos vidé de ses troupes et machines de guerre, d'Antioche mena son groupe vers le pont, jouant sur le fait que les Astartes intimidaient les mortels de l'équipage. Les Space Marines ne croisaient pour l'essentiel que du personnel régimentaire. Peu parmi ces mortels osaient laisser leur regard s'attarder sur les demi-dieux, et leur périple jusqu'à la passerelle de commandement se produisit sans incident. La stratégie de d'Antioche avait été si arrogante et exécutée de façon si audacieuse que nul à bord du Bentos, pas même une seule seconde, n'envisagea qu'ils puissent être la cible d'une attaque. Leur arrivée silencieuse à proximité du pont s'interrompit brutalement quand retentit le bruit inattendu d'une sirène de bord qui alerta le navire de la destruction du fort de la misère. Lorsque d'Antioche atteignit le centre de commandement étendu du Bentos, il y trouva 2 Iron Warriors se tenant en sentinelle et le seigneur commandant Gabroun, ainsi qu'un groupe de 3 Sons of Horus dont Asdrubal Serapis. Taureau Nicodemus s'avança vers Serapis qui ordonna d'abattre l'ultramarine. Nicodemus décrocha l'imposant bouclier tempête de son épaulière et l'avait amené devant lui juste à temps pour parer les premiers bolts des Space Marines renégats. Alors que les tirs s'écrasaient contre sa patine céruléenne, le tétrarque en activa le champ protecteur. Rien ne semblait cependant devoir arrêter Nicodemus, qui chargea les Sons of Horus. Il les tua et mit à sa merci Serapis. D'Antioche annonça la défaite des traîtres et l'équipage mortel du Bentos accepta l'autorité du maître de forge et le navire fut pris par les loyalistes qui quittèrent Damantine. D'Antioche serra dans ses bras Vastopol mourant sur le pont et alors que son ami expirait, il exprima sa tristesse. Son frère d'armes était mort et l'histoire de sa légion touchait à sa fin, s'étant condamné pour sa félonie. Nicodemus invita d'Antioche à rejoindre Guilliman à Ultramar, sa droiture et son talent pouvant être de grands atouts pour les loyalistes.
d'Antioche accepta finalement. Bien des années plus tard, le souvenir de Barabbas d'Antioche perdurera à Sota. Sur ce monde, son casque de fer fut conservé comme une relique par Oberdey, un ultramarine qui était scout durant la bataille de Sota. Oberdey deviendra capitaine des ultramarines et sera chargé du commandement de la 199e compagnie avec pour mission de garder le Pharos et le secret qu'il contenait, acquérant le titre de gardien du Pharos. Barabbas d'Antioche resta connu comme étant le premier gardien du Pharos et comme un grand héros connu des guerres de la Grande Hérésie. Oberdey déclara qu'il ne pouvait jamais espérer être aussi digne du titre de gardien que l'Iron Warriors. 1000 ans après l'hérésie, Oberdey deviendra le premier maître d'un nouveau chapitre de la troisième fondation, les Thief of the Emperor. Le masque de d'Antioche fut pris pour devenir un insigne d'officier pour le rang le plus élevé du chapitre, porté par tous les gardiens du Pharos depuis la fondation du chapitre, symbolisant la tête de mort et le sourire du faucheur qui inspirait les Thief of the Emperor. À travers son masque, Barabbas d'Antioche continuait ainsi à servir l'Imperium.